C'est bon. Super. Je pense qu'on est en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste dire sur le chat si vous nous entendez bien? Apparemment, oui, puisque Eti dit Bonjour à bonjour. tous. Bonjour Boris, merci d'être présent. Boris, Avec plaisir. tu travailles chez Partech. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et présenter Partech, ce que vous faites? Ce serait Ouais, super. bien sûr. Donc Partech, fonds de venture capital, capital risque, depuis assez longtemps, en 1982. Moi, j'étais même pas né. Donc à la base né aux US. Maintenant, nos headquarters ils sont plus en Europe. On a des bureaux à San Francisco, Paris, Berlin et aussi en Afrique, notamment à Dakar. La particularité de Partech, c'est ce focus très international et aussi le fait de faire tous les stades d'investissement. Du pré-seed seed, ce que moi je représente ici, au venture et au growth. Donc il y a à peu près tous les stades d'investissement qui sont représentés chez Partech, séparés par équipe. Donc on part du principe que faire le métier d'investir très très early, comme on peut le faire en seed, ou dans des boîtes beaucoup plus matures comme en growth, c'est des métiers très différents. Une autre caractéristique de Partech, c'est d'avoir développé depuis plus de 5 ans maintenant un réseau très développé de corporate, notamment pour le business development de nos boîtes. Et puis on a un ADN quand même relativement peu financier pour un fonds d'ici et très entrepreneur opérationnel, bien représenté notamment par le background des partenaires de Partech et plus globalement de la team d'investissement. Le support au portefeuille, c'est quelque chose qui est très important dans notre ADN. Moi, le mien, c'est la raison même pour laquelle j'ai rejoint le VC. Et donc, ça prend d'autant plus de sens dans cette période-là qu'on traverse. Et moi, très très rapidement, j'ai rejoint Partech il y a un tout petit peu plus de 5 ans pour m'occuper de la partie principalement seed en France. Donc, quand on dit seed, ça recouvre tout ce qui est pré-série A. Ça peut aller vraiment de deux entrepreneurs tout seuls avec des slides, vraiment, on le fait, à des gens qui ont déjà 20 ou 30 cas de MRR. C'est les deux extrêmes de ce qu'on sait faire sur le fond de seed avec des tickets de 200 k à 2 millions. Et moi, avant, j'étais chercheur en maths info, puis entrepreneur. Donc, j'ai vécu des choses assez différentes et passionné par l'accompagnement d'entrepreneurs. Voilà, en 2 mots sur Partech et moi. Super. Merci Boris. Je vous informe que j'ai posté des sondages sur la droite, donc n'hésitez pas à les remplir pour voir à quel type de personnes on s'adresse. Ça nous permettra de maintenir le discours. Et puis surtout, vous pouvez poser tout à fait librement vos questions dans l'onglet dédié aussi à votre droite. On répondra à toutes les questions, enfin on va essayer tout du moins. Super Boris, tu parlais du coup de la thèse d'investissement de Partech. Est-ce que déjà en première question, tu penses qu'elle va évoluer ces prochains mois, voire même à long terme, la manière d'investir vont évoluer après ce qu'on est en train de vivre? Alors, avant de te répondre, je vais mettre quelques énormes disclaimers. Le premier, c'est que moi, je ne reprends pas Partech aujourd'hui. Là, c'est Boris qui parle et c'est difficile de parler en de Partech de tout ça. D'autant plus que moi, j'appartiens au fonds de seed et donc la manière dont on risque de vivre et de réagir à travers différents stades d'investissement va pas du tout être la même. Par exemple, nous, j'aurais tendance à penser qu'en seed, donc seed au sens large du terme, on a un amorçage, on est relativement moins impacté que des stades plus matures. Pourquoi? Parce que nous, en tous les cas, on parie souvent sur des boîtes où la traction va venir dans 1, 2, 3 ans. Donc, il y a de bonnes chances que d'ici là, le monde ait évolué, mais que le gros de la crise soit passé. De la crise sanitaire et donc économique et financière, etc. Donc voilà. Donc ça, premier disclaimer. Et le deuxième, c'est encore très très tôt. Donc moi, je vais vous donner des pistes, des réflexions qui sont des réflexions avant tout personnelles, plus que celles de Partech. Mais voilà. Mais c'est encore très très tôt et j'ai pas de boule de cristal. J'adorerais, mais voilà. Donc moi, c'est un disclaimer très important. Donc la thèse d'invest de Partech. Alors déjà de base, je vais plutôt parler pour le fond de seed encore une fois parce que sinon à chaque fois je vais devoir faire seed venture growth et parler pour des équipes auxquelles j'appartiens pas. Donc je vous propose de me focaliser sur le pré-seed seed early series A qui à mon avis en plus et dans tous les cas un très bon fit avec l'audience. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes que ce soit growth stage qui nous écoutent là. Et donc je vais parler de ce que je connais le mieux. Alors comme un certain nombre de fonds, nous on avait pas mal de deals potentiels sur la table. De façon assez curieuse, en mars-avril, on n'a jamais été aussi actif là sur notre partie seed d'Europe qu'en mars-avril. C'est pas spécialement dû à la crise du Covid, c'est le hasard un peu du calendrier, du deal flow, etc. Tous ces deals, on les a honorés. Mais je pense pas qu'on ait de gloire à en tirer parce que très sincèrement, nous, tous les gens avec qui on travaille, que ce soit sur des nouveaux deals ou sur des réinvestissements de nos boîtes de portefeuille, tout le monde, pour l'instant, s'est bien comporté. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu de retrait, on va dire, intempestif ou de renégociation.
D'ailleurs, à cela près que moi, je suis pas partie de ceux qui considèrent que forcément se dédire des termes exacts de son engagement est forcément une mauvaise chose. Ça veut dire que vous venez d'investir, vous venez de mettre une term sheet dans une boîte de travel sur une valo super bullish, sur un tour super bullish. Vous n'avez pas closé. Est-ce que le fait de rediscuter de cet investissement en soi est forcément une mauvaise chose? Ça se discute. Ça dépend de pas mal de choses, mais je veux pas montrer du doigt des gens qui auraient fait ça, même s'il y en a qui le font peut-être de façon très peu cavalière. Donc, en tout cas, nous, on a honoré tout ça. Maintenant, la question, c'est le futur. Donc là, le pipe, on a une chance quand même plutôt assez forte, je pense, parce que c'est de la chance aussi, c'est que toutes nos boîtes, on va dire, qui n'avaient pas de problème, sont bien refinancées là. Ça veut dire que moi, par exemple, dans mon cas particulier, je viens de clore 4 tours de financement, dont un là qui est en train de se clore là, qui vient de se signer pendant le Covid, sur mes boîtes les plus prometteuses et sur celles sur lesquelles, ça aurait été vraiment dommage de perdre des financements. Et aujourd'hui, les boîtes qu'on voit en difficulté, c'est des boîtes qui étaient déjà en difficulté avant la crise. Donc moi, ce que j'observe, alors je dis pas que c'est une vérité générale, hein, mais ce que j'observe moi aujourd'hui, c'est que finalement, c'est des boîtes qui avaient déjà du mal et qui avaient peu de cash restant, qui aujourd'hui sont le plus impactés. Quel secteur? Je vois qu'il y a la question. Honnêtement, il y a vraiment de tous les secteurs. En l'occurrence, les boîtes auxquelles je pense qui ont un peu du mal là, c'est pas des secteurs spécifiquement touchés par le coronavirus, mais c'est plus le fait que c'est plus dur de trouver du financement. On va revenir là-dessus, parce que je pense que c'est une question principale. C'est plus dur de trouver du financement là en ce moment. Donc une boîte qui était en train de se mettre en branle pour un tour de financement qui s'annonçait déjà un peu compliqué, il est évident que c'est pas le bon timing. Je voudrais aussi souligner un effet assez peut-être paradoxal de prime abord, c'est que moi, je vois un certain nombre de boîtes dont le runway, dont le temps de vie avec l'argent qu'elles ont en banque est en train de s'étendre. Pourquoi? Parce qu'avec les mesures de chômage partiel, toutes les aides, les prêts bancaires, etc., le fait de différer un certain nombre de charges, de loyers, de charges URSSAF, etc., de différer les remboursements de prêts, en fait, beaucoup de boîtes se retrouvent à dépenser beaucoup moins par mois, mécaniquement, même si alors, le business est en retard aussi, hein, en parallèle. Mais donc le paradoxe, c'est que une boîte, je pense que la plupart des boîtes, une boîte aujourd'hui qui restait 3 mois, va pouvoir tenir jusqu'à septembre-octobre en cumulant tous les dispositifs. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? C'est une autre question, mais donc ça c'est un des aspects un peu surprenants, au premier abord de cette crise-là, c'est que ça, des boîtes qui étaient sur le point d'être en grosse difficulté, finalement ça leur donne un peu de temps de survie, pas de vie, mais de survie. Ouais, et même un peu plus long terme, je pense que c'est aussi le conseil que vous donnez, enfin tu vas nous répondre aux boîtes que vous avez au portefeuille, c'est de garder un maximum de cash, enfin tout le monde dit cash is king pendant cette période, donc du coup d'appliquer les mesures défensives et d'aller chercher les financements alternatifs possibles pour gagner un maximum de mois, parce que comme tu l'as dit au début aussi, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc mieux vaut prévenir et avoir le maximum de cash en banque, donc il y a même des sociétés qui ont jusqu'à août 2021 de runway avec les mesures et en cost-cutant aussi en interne août 2021, c'est pas très loin. Hein. Leurs coûts et leurs charges. Août 2021, c'est dans un peu plus de 15 mois. C'est en soi. Non, mais on a des boîtes. Moi, j'ai des boîtes qui ont 3, c'est rare, hein, mais 3-4 ans de runway. Mais après, dans tous les cas, ça c'est très théorique parce que ça dépend de ce que tu vas faire de ton argent, si tu te mets à embaucher plus, etc. Mais effectivement, par les temps qui courent, c'est pas du luxe de se dire qu'on peut passer 2021 sans argent extérieur. Ça, alors après, c'est un luxe hein, que tout n'ont pas, mais et après il y a la question aussi, c'est que il faut balancer le fait de préserver le cash et le fait aussi de saisir l'opportunité que c'est d'avancer vite pendant cette période. Et il y a toujours cet entre-deux qui est assez difficile et qui va dépendre aussi de considérations personnelles, de la psychologie de l'entrepreneur, de son niveau d'ambition, de son approche du risque, etc. C'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ralentir les investissements que je fais? Investissement, par exemple, produits R&D, peut-être pas sales et marketing. Hein. Et ça, c'est une vraie question et à laquelle il n'est pas facile de répondre parce que, je veux dire, vous allez faire face à des gens qui sont bien financés et qui ont de quoi investir. Donc, si vous sous-investissez notamment dans des choses un peu pérennes comme du produit, de la R&D, etc., le problème que vous pouvez avoir, c'est aussi de vous faire dépasser par des gens qui étaient bien fondés. Donc, c'est pas si simple. Je vois une question là à laquelle je peux répondre peut-être du coup. Et tu parlais donc. Non, vas-y, je t'en prie. Sur le BSR, je voyais la question. Là, on va parler vraiment de trucs un peu plus. Ah ouais, tu dis combien de temps de moyenne pour non, alors moi je voyais la question. Ah oui, mais je suis sur le chat moi. Vous ne trouvez pas qu'en ce moment les VC se regardent? Ah ouais, alors. Ah d'accord, je suis en train de découvrir Livestorm. Ok.
Elle est pas mal cette question de Gérald. Est-ce que les VC se regardent un peu en Alors, chien de j'ai pas faïence en ce moment? l'impression. Alors, encore une fois, moi, je suis super représentatif de tout ce qui se passe dans l'écosystème. J'ai pas l'impression. La plupart, en gros, ce qui se passe chez VC, c'est quoi? Alors peut-être on peut aller un peu. Encore une fois, je pense que ça a été déjà très couvert, mais ma perspective en interne là, en tant qu'investisseur chez Partech et globalement du marché, c'est que il y a peu de gens qui ferment vraiment les vannes. Personne ne continue à opérer comme d'habitude. Ce serait une folie de se dire non mais on n'a rien changé, nous bah non, c'est évidemment qu'on peut pas parce que déjà il y a plusieurs choses. Je vais vous donner nous comment on a raisonné. La première chose c'est de se dire attends il se passe un truc là donc premier réflexe c'est portefeuille. Premier réflexe du VC c'est on va voir l'entrepreneur de portefeuille, on discute avec eux et on essaie de comprendre qui est en difficulté. On peut être en difficulté pour deux raisons. La première c'est qu'on a un problème de cash et que on se dit bah j'ai quasiment plus de cash et ça va être encore plus dur. Je vais pas forcément burner plus comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça va être encore plus dur d'aller chercher de nouveaux cash là. Ou mon business est extrêmement impacté tout de suite là maintenant et dans les prochains mois. Et donc du coup, bref, il y a un changement fondamental soit à ma top line, à notre bottom line pour faire simple quoi. Donc nous on a fait ce travail là d'inventaire dans les dernières semaines. Qui nous permettent de voir un peu quelles boîtes sont en difficulté, quelles boîtes ont besoin d'aide, etc. Il y a ensuite des plans d'action à mettre en place pour réagir à ça. Donc, ça va être comment je réduis les coûts, comment je chercher de l'argent, comment je tweak un peu mon produit ou mon business pour m'adapter, comment je vais saisir des opportunités, parce qu'il y a aussi des impacts positifs. Hein. Il n'y a pas que les impacts négatifs, il y a aussi un certain nombre de boîtes qui ont des impacts vraiment très positifs de la crise. L'exemple le plus évident, là, en tant que consommateur chacun, c'est évidemment tout ce qui est livraison à domicile. Livraison à domicile, tous ces services-là, ils sont en train d'exploser. Et tous les enablers de ces services-là également. Donc ça a été le premier réflexe. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les deals en cours ou sur ce qui est proche d'être un deal. Encore une fois, et moi, je jette la pierre à personne parce que moi, j'ai vu aucun mauvais comportement là-dessus. Tous les deals en cours, ils sont faits. Ils sont finis. Moi, j'ai même vu un certain nombre de VC qui sont en train de faire des deals en ce moment là sur des boîtes moi de mon portefeuille à des conditions très agressives au sens je veux dire à des termes très favorables aux actionnaires, pas agressives au sens des méchants vilains termes de VC. Et donc pourquoi? Parce que il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon de se dire je pose, je réfléchis, il se passe des choses. Mais il y a aussi le fait que le pool d'investissement pour les VC est en train de se restreindre énormément en ce moment. Pourquoi? Ça veut dire c'est très difficile de faire un investissement sans avoir rencontré les fondateurs. Alors en seed, ça peut être un peu différent. Mais plus la boîte est mature, plus on a envie de passer du temps avec les fondateurs, d'avoir une relation, d'avoir construit la relation dans le temps, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de boîtes qui sont de mon point de vue, un peu chaude sur le marché, mais qui était peut-être un peu tôt, ou les jeux, ou pour le coup, la question de Gérald de se regarder en chien de faïence, où beaucoup de gens se regardaient en disant cette boîte a l'air pas mal, mais elle est un peu tôt pour la série A. Moi, j'ai un certain nombre de boîtes dans mon portefeuille qui étaient comme ça, des boîtes très hautes sur le marché, mais où les gens se disent ah c'est un peu tôt quand même. Objectivement, la boîte a pas besoin d'argent, mais pas mal de VC lapping, etc. Ces boîtes-là, les gens se disent waouh, peut-être qu'il faut que j'y aille, parce que en 2020, je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de deals. Parce que là, je rentre pas entrepreneur. Donc, si je suis un Series A, Series B, Series B investor, c'est pas du tout sûr que j'arrive à remplir mon pipe de Series A, Series B investor pour arriver à faire de deal dans l'année. Donc, cette boîte que je suis depuis 6 mois, que je trouve vraiment pas mal, peut-être que c'est le moment d'aller proposer un investissement. D'autant plus que cette boîte, elle était elle-même en train de se poser des questions, de se dire, il me reste 12, 15 mois de runway. Je sais pas de quoi elle fait l'avenir, donc je suis prêt à prendre une term sheet aujourd'hui que j'aurais peut-être pas prise il y a quelques mois en attendant une vraie série. Donc, il se passe ça aussi paradoxalement. Moi, je trouve que sur un certain nombre de boîtes, il y a un effet un peu d'accélérateur. Et il y a aussi un grand nombre de VC qui se disent qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller repinguer toutes les boîtes que j'ai trouvées bien dans les 6-9 derniers mois et voir si elles n'auraient pas besoin d'un peu de cash maintenant. Alors, ça, c'est plus valable pour les séries A et B investors, pas pour nous en seed. Et donc, nous, on a un certain nombre de boîtes qui sont en train de se faire repinguer par des investisseurs un peu plus late stage où les investisseurs se disent finalement, cette boîte, elle a peut-être besoin de cash. Et nous, s'il y a quelqu'un qui vient toquer qui dit oh, si je mettais 2-3 millions dans ta boîte, on se dit pourquoi pas finalement, pourquoi pas. Nous on est un fonds de seed, on n'a pas vocation à l'idée une série A derrière. Donc il y a des effets comme ça un peu contre-intuitifs de se dire les boîtes qui se font repinguer alors qu'on pourrait croire que c'est vraiment l'énorme crise, les boîtes qui ont un runway qui est étendu. Et moi j'ai tendance à penser, alors encore une fois ça n'engage que moi et c'est vraiment pas une analyse profonde, c'est que cette sorte de fin de cycle là. Ça veut dire que les deals en cours sont en train de se faire, des deals qui étaient un peu hot ou c'était peut-être un peu tôt vont se faire avec des seed extension, des séries, etc. Qu'est-ce que ça va donner après quoi? Parce que là aujourd'hui c'est très dur de mesurer ce qui se fait. Les gens disent il y a beaucoup moins de deals qui se font. Mais attendez, mais faut pas croire que personne sait quels deals se font. C'est pas les annonces dans la presse ne veulent rien dire. Enfin, je veux dire, en fait, on croit toujours que on peut mesurer, on peut pas mesurer. On mesure la PR autour des deals qui sont faits.
tous nos deals qui ont été faits, nous, on a arrêté les pierres, là. Il n'y a aucune pierre qui est partie pour l'instant. Donc, mécaniquement, la baisse du nombre de levées annoncées est une baisse de pierres, pas une baisse de deals effectifs. Dès que ça va reprendre. Oui, d'ailleurs, on le rappelle, mais les annonces dans la presse, c'est souvent 6, voire 9 mois de Alors, peut-être pas décalage. quand même, mais Il y a en en plus semaine, je parfois dirais. Je des dirais gaps. peut-être plus en semaine, tu vois. Mais en tout cas, il y a un décalage. Ce qui est clair, c'est la plupart des boîtes, il y a un décalage. Ouais, Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand peut-être la crise sanitaire va se calmer, peut-être qu'il va y avoir et qu'il y aura moins de share of mind dans les médias sur le Covid. Peut-être qu'on va avoir une recrudescence des annonces, mais ça va être le backlog peut-être des annonces des derniers mois. ouais. Et donc tout le monde va dire c'est bon, le marché reprend, alors qu'en fait pas du tout. Et, donc voilà. Donc je pense que c'est une question qui Ouais, est. il faut faire attention entre le PR et les Ouais, deals. absolument. Ouais, clairement. Et sur très intéressant pour ce que tu disais sur la manière de se comporter des investisseurs qui continuent à regarder, etc. Il y a deux effets, je pense, voir ton avis sur ça, c'est que déjà il y a de l'argent dans l'écosystème, il y a toujours des liquidités, il y a des fonds qui vont devoir déployer cet argent dans les prochains mois, années. Et il y a aussi un effet d'opportunité. Tu as été membre d'un fonds qui est assez ancien et qui a vécu plusieurs crises. Et c'est pendant les crises aussi qu'on dit qu'il y a des bonnes opportunités. Donc le comportement des bons investisseurs aussi, c'est de continuer à ouvrir leurs yeux sur des opportunités d'investissement qui ont été fondées en seed pour les prochains mois. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de cet effet opportunité, crise et Alors l'effet liquidité? opportunité, il est très facile à analyser a posteriori. On regarde, on dit oh t'as vu la crise de 2000 et quelques, qu'est-ce qui s'est fait? Donc oui, donc sans doute qu'en regardant dans quelques années, en regardant derrière nous, on se dira waouh, ça a été un terreau très très fertile pour tel et tel type de startup, pour telle et telle startup, etc. Aujourd'hui, ce qui est un peu difficile à analyser, encore une fois, c'est les conséquences et la durée de cette crise. Enfin, donc oui. Enfin, moi personnellement, par exemple, je vais parler pour moi. Moi, je suis dans un mindset de me dire, je pense que il y a beaucoup moins de concurrence sur le marché en tant que VC pour accéder à des startups, que beaucoup de gens se posent pas mal de questions, etc. Nous, on a un fonds à déployer, on a des liquidités, donc oui, ça donne envie d'investir. Maintenant, il y a un certain nombre de business sur lesquels, objectivement, tu fais du B2B. Bah, là, les entreprises sont pas à l'arrêt, mais sont en énorme ralenti. Donc déjà, les cycles de vente B2B vont être énormément arrêtés. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ce mouvement vers le remote, là, le work from home, combien de temps ça va durer? Enfin, il y a un certain nombre de changements structurels qui font que il va falloir aller chercher des choses qui ont un temps de mise sur le marché, en tout cas suffisamment. Alors, on n'a pas besoin que ça décolle tout de suite, quoi, grosso modo. Et deuxièmement, on se dit ça a l'air relativement Covid resistant. Et pour être Covid resistant, il faudrait encore comprendre les vrais impacts. Donc oui, une opportunité, oui. Je pense quand même que ça veut dire aussi, nous, un grand changement. Aujourd'hui, si je fais un deal avec un nouvel entrepreneur que j'ai jamais vu, je vois la question là de Lucas, effet positif pour les startups déjà suivis, oui, mais les startups qui arrivent maintenant, elles veulent se faire connaître auprès des VC. Objectivement, c'est très difficile. Ça veut dire que y a deux choses qui rendent la chose plus difficile. C'est le fait que la barre, elle est montée. La barre, indéniablement, elle est montée. Nous, on se dit qu'on va continuer à faire des deals. Encore une fois, là, mars-avril, on n'a jamais été aussi actif, mais c'est le hasard du calendrier. Mais on va cesser plus de temps. On va monter la barre, évidemment. Et ensuite, il y a le fait qu'il va falloir se convaincre en rencontrant pas les gens. Là, si on fait un deal d'ici juin-juillet, c'est en ne rencontrant pas les gens. Donc, en faisant du Zoom, alors peut-être pas du Zoom avec tous les problèmes de sécurité, mais en faisant de la visio, c'est quand même moins évident. Alors, en tant que petit investisseur d'un tour, pourquoi pas? Mais en tant que lead investisseur, dans lequel voilà, on a une place au board, c'est nous qui voilà, avons comme rôle d'aider la boîte à se structurer, d'aider l'entrepreneur à réfléchir au mieux à son business, etc. C'est une relation humaine. Et la relation humaine juste à distance, c'est pas évident. Donc oui, ça va être compliqué. Objectivement, ça va être compliqué. Ça veut dire quoi la barre, ouais, et la barre qui augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez regarder si les fondamentaux sont encore plus forts qu'avant ce que vous faisiez, si le partnership est très réglé, que on n'est pas dans un stade de MVP, mais déjà qu'on fait un certain nombre de ventes. C'est quoi? C'est des métriques? Non, alors non, la barre augmente, c'est pas lié. Ça veut pas dire qu'on demande plus de maturité à la startup. Ça veut dire que on peut pas mettre un score à une startup, mais c'est pour imaginer. Imaginons que quand on investissait, on mettait un score à une startup et on se disait c'est qu'à partir de 9 sur 10 qu'on va investir, maintenant ce sera 9,5. Pourquoi? Parce qu'on se dit on va investir un peu moins là en ce moment pour voir venir. Aussi, il y a une question de se dire est-ce que on devrait peut-être sur un fonds faire un peu moins de deals et garder plus de liquidité
pour les boîtes en cours. Alors nous, c'est pas le choix qu'on a fait là dans le fond de site de Partech, mais je veux dire, si on s'aperçoit aussi que la plupart de nos boîtes, elles ont besoin qu'on les refinance plus que prévu initialement, ça veut aussi dire que comme elles ont besoin de nous, les existantes, peut-être qu'on en fera moins de nouvelles. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est l'univers des possibles. C'est l'univers des possibles. Et aussi le fait que la sensation que les boîtes les plus fragiles, qu'il va falloir être beaucoup plus fort pour résister à cette crise. Donc encore une fois, ça monte encore plus la barre et ça switch un peu aussi les domaines auxquels on s'intéresse. Ça veut dire que là, effectivement, du pur B2B enterprise, on sait que les cycles de vente risquent d'être un peu compliqués. Du gaming, on se dit voilà, c'est en train d'exploser. Donc il y a un certain nombre de trends là qui se dégagent. On ne sait pas combien de temps elles vont durer. Attention aux épiphénomènes aussi. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Hein. C'est une question qu'on a souvent sur les trends. Toi, t'en as que tu dirais, si je reçois des dossiers dans tel et tel secteur, je vais quand même bien regarder parce que ça peut être un effet d'opportunité. Tu parlais du gaming, de l'entertainment, les health tech aussi, dans pas mal de domaines qui peuvent être tirer leur épingle du jeu. T'en penses quoi, Alors toi? là, encore une fois, c'est une question très personnelle. Et donc, ce sera une réponse très personnelle. Moi, je suis pas très drivé par les secteurs. Moi, je suis drivé par la beauté d'un produit, d'un business model et l'intérêt d'un business model et l'équipe de fondateurs et la relation personnelle que je vais avoir avec eux. Donc moi, du coup, je suis assez agnostique. Dans mes investissements, j'ai fait des choses très, très différentes. Donc oui, je pense que mécaniquement, on est plus sensible à un certain nombre de sujets et de secteurs. Mais pour autant, moi, je vais continuer de tout regarder, d'être sensible à tout. Mais par contre, avec le fil de se dire, est-ce que ça fait sens là, dans le contexte actuel, travel, une boîte du travel, une boîte qui va s'occuper des restaurants, c'est un peu plus compliqué en ce moment, ou basé sur des événements, etc. Enfin, donc, mais à part ces évidences-là, qui sont directement impactées par le Covid, c'est pas évident de dire. Encore une fois, faut se rappeler qu'en Chine, nous, on est sur des cycles longs. Donc là, la question, c'est de se dire, moi, sur une boîte, c'est de se dire, est-ce que dans 2-3 ans, ce qu'elle fait aura du sens? Parce que si finalement, ce qu'elle fait dans 2-3 ans, ça a du sens, s'il y a un trou d'air pendant 6 mois, ou un site, je m'en fiche. Ce sera différent d'une boîte beaucoup plus mature. Parce qu'une boîte beaucoup plus mature, c'est d'être en train de faire 1 million de revenus par mois et que ça va chuter à 300 000 pendant 12 mois. C'est un impact majeur sur la boîte. Moi, je suis sur des boîtes où si finalement le go-to-market il se décale de 3-6 mois, que le début de traction est un peu moins fort, mais qu'on pense que dans 2-3 ans, à la limite, elle sera encore plus forte parce que peu de gens se seront lancés et peu de gens ont été financés sur ce secteur-là parce qu'il était peu attractif. À la limite, ça peut mettre un plus. C'est ça, quand tu parlais de voir les opportunités, ça peut être aussi de se dire ces secteurs sinistrés, il faut les réinventer, et deux, ils vont être sous-investis, donc on peut construire des winners. Enfin, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que les arguments, tu peux les prendre et les retourner dans tous les sens. Peut-être qu'en fait, c'est une grosse connerie ce que je te dis, et il faut y aller à fond dans tout ce qui est restaurant tech, tu vois, et offline event, etc. Parce qu'en fait, tout le monde va les déserter dans les 12 prochains mois, et dans 2 ans, ils seront toujours là, et il y aura besoin. Donc, c'est assez difficile d'être vraiment intelligent sur le sujet. C'est un peu d'accord avec toi. Enfin, faut faire attention de manière générale. Je le dis dans tous les webinaires. Ne suivez pas une tendance. Personne ne sait, même ceux qui ont vécu toutes les crises d'avant, etc., ou les VC les plus expérimentés. Personne ne sait trop ce qui va s'en tirer. Et il faut toujours se méfier des gens qui sont sachants dans cette période. Vaut mieux prendre un maximum d'avis. Et ton avis est important parce que tu as une grande expérience sur le seed. Justement, un truc un peu plus précis maintenant, si on garde la casquette d'investisseur, il y a des boîtes qui ont besoin de refinancement, donc il y a aller chercher des financements alternatifs, faire du cost-cutting, gérer sa trésorerie, etc. Mais il y a aussi le rôle peut-être que des investisseurs pourraient avoir à court terme, notamment par des bridges, donc qui peuvent être faites de différentes manières, d'obligations convertibles, de BSAR, d'augmentation de capital ou pourquoi pas des comptes courants associés. Est-ce que toi, tu vois que sur le marché, il y a des choses qui se dégagent et est-ce que le BSAR, donc qui est une technique qui commençait à être assez démocratisée, est bonne pendant cette crise? Parce que comme le dit Philippe, les fonds divergent un peu sur leur avis. Certains disent que c'est très positif, il faut le faire et bien valider les conditions. D'autres disent que c'est plutôt, ça va plutôt créer des opportunités pour les investisseurs et à la défaveur des entrepreneurs. Est-ce que toi, tu as un avis un petit peu là-dessus sur les bridges, le BSAR, Alors, etc. Pour des startups qui ont besoin à court terme? Donc, nous, les bridges, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment sur nos boîtes, hors Covid. Donc, ça veut dire que on a, en gros, c'est quoi la situation? Une boîte, elle se retrouve avec 6 mois de cash qui lui reste. On sent que se mettre sur la route dans quelques mois pour la série A, c'est un peu tôt. Tout le monde est content de comment la boîte marche. L'intérêt collectif des actionnaires et des gens autour de la table, il est de se dire, on se donne 6 mois de plus. Donc voilà, donc ce 6 mois de plus, ça correspond à 1 million.
et ben l'intérêt c'est que les investisseurs autour de la table remettent 1 million et donc là dans un mécanisme d'obligation convertible. Donc grosso modo l'idée de l'obligation convertible elle est double. Elle permet de ne pas d'avoir moins en tout cas deux débats. Premier, c'est de se dire attendez, on va pas refaire un tour en dur avec toute la paperasse juridique que c'est, sachant qu'en fait c'est juste un pont, un bridge vers un vrai tour après. Et la deuxième, c'est de se dire combien vaut la boîte. C'est assez difficile. La vérité, c'est que nous, en tant qu'investisseurs historiques, notre discours auprès d'entrepreneurs, c'est de leur dire nous, en fait, elle vaut ce que le prochain dira qu'elle vaut. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, il n'y a pas de prochain, parce que le prochain, c'est nous-mêmes. Donc, l'obligation convertible, ça permet de se dire en fait, nous, on s'aligne sur ce que le prochain dira qu'elle vaut, avec un discount de l'effet temps et risque, parce que si on a mis l'argent 8-12 mois avant, évidemment, on ne va pas payer le même prix chaque action que la personne qui arrive une fois que la boîte est dérisquée de 8-12 mois de plus et qu'il y a 8-12 mois de temps qui est passé. Donc ça, c'est très pratique de ce point de vue-là. Donc, pour moi, il y a deux questions assez différentes. Il y a la question de quand tu le fais avec des gens en interne. En interne, honnêtement, je pense que c'est en faveur de tout le monde. Parce que, faut être clair, la plupart des boîtes, si on faisait pas des bridges, si on faisait un tour en dur qu'on devait pricer, donc auquel on devait donner un prix à la boîte, ce serait défavorable aux entrepreneurs. Le mécanisme d'obligation convertible, quel que soit de bridge, quelle que soit sa forme, et c'est pas des BSAR quand c'est un investissement avec les investisseurs internes, il est favorable aux entrepreneurs. Parce qu'encore une fois, les conditions seraient plus inutiles si on dit on fait un vrai tour, on refait un vrai tour. Non, la boîte, ce qu'elle vaut à ce moment-là. Donc c'est honnêtement, il y a peut-être des cas dans lesquels c'est pas le cas, mais moi quasiment tout, c'est pas une pratique de partech. Moi, je pense que la pratique de marché, c'est que c'est quand même c'est favorable à l'entrepreneur. Il y a la question ensuite des investisseurs extérieurs, de prendre des investisseurs extérieurs. Est-ce qu'un BSAR ou même une obligation convertible, quelle que soit sa forme juridique, est bien, pas bien? Les intérêts de ces instruments, c'est que ça va vite, ça va relativement vite, il n'y a pas toute la paperasse à faire. C'est intéressant d'un point de vitesse, c'est aussi intéressant quand on fait rentrer des gens qui ne sont pas des professionnels de l'investissement en startup, et donc avec lesquels il serait difficile de converger sur un pacte ou etc. qui fasse sens. Il vaut mieux avoir la vraie discussion juridique de je fais un pacte d'actionnaires, etc., avec des gens qui sont des professionnels d'investissement. C'est notre métier, on a les bonnes pratiques, etc. On évite de se tirer une balle dans le pied en ayant des discussions très compliquées, en arrivant à quelque chose parfois qui peut être dommageable pour la boîte. Donc ça, moi, je trouve ça très bien. Là, le point effectivement auquel il faut faire attention, c'est que on a vite fait de lever beaucoup sur les obligations convertibles, et si le tour suivant se fait à une valorisation faible, ça peut être très utile pour l'entrepreneur. Mais ça, sincèrement, j'ai déjà vu des cas dans lesquels, j'ai déjà examiné des dossiers en site dans lesquels il y avait ce problème-là, mais moi, je ne ferais pas un problème top of mind. Le BSAR, l'obligation convertible, tous ces instruments-là, ils sont assez peu protecteurs de l'investisseur quand ça se passe bien. Ils sont plus protecteurs de l'investisseur quand ça se passe mal. Moi, je pense, je réfléchis en même temps que je te raconte ça et que je raconte ça à tout le monde, mais je pense que c'est assez vrai. Ça veut dire que si la boîte se passe bien, quand tu as investi en obligation convertible en BSAR, tu n'as aucun droit. En gros, pour faire simple, je caricature un peu, mais en tant qu'investisseur, tu n'as aucun droit. Il y a quelqu'un qui arrive, il met ses conditions, tu te tais et tu signes, pour faire simple. Si la boîte va pas bien, en fait, déjà, t'es pas au board, etc. Donc, ça veut dire que t'as pas à gérer le truc. Et ensuite, si un tour a une valeur très faible au tour suivant, toi, t'obtiens un discount par rapport à ce tour-là. Donc, tu as des conditions probablement plus favorables. Si tu avais fait un tour en equity, au moins la startup allait bien 6 mois, 12 mois plus tôt. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont moins favorables aux obligations convertibles, au BSR, etc. Parce que, objectivement, je trouve que la plupart du temps, c'est plutôt pas et que la plupart du temps, je dirais que c'est plutôt favorable aux entrepreneurs si on a bien conscience des tenants aboutissants de ce qu'on fait et qu'on fait pas n'importe quoi en levant trop, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Y Combinator a introduit un nouveau safe là, il y a au début d'année, je crois, ou l'année dernière, qui est un safe post-money. L'idée étant de se dire, en fait, comme ça, l'entrepreneur était capable de calculer extrêmement facilement sa dilution, alors qu'avant, en fait, on se rendait compte que c'était pas si facile que ça de calculer sa dilution. Ouais, avec l'effet conversion, avec la réduction des personnes qui avaient des obligations, leur discount, etc. Mais la plupart des VC, savent pas. La plupart des VC savent pas le faire. Ça veut dire, sincèrement, moi, je le vois sur les différentes opérations que j'ai. La plupart des VC, c'est simple parce que c'est que des plus, des moins, des fois des divisés, mais en fait, nous, comme on est pas mal aux US, on fait beaucoup de safe, donc du coup, on n'est pas à l'automécanisme, mais la vérité, c'est que comprendre comment on convertit, l'impact que ça a en dilution, etc., c'est loin d'être simple. Je dis pas que les VC sont imbéciles, loin de là.
C'est juste que c'est pas simple de comprendre exactement ce que ça donne en pratique. Ouais, je remets, clairement, je remets dans le chat aussi, on a un template à télécharger gratuitement sur justement, vous mettez les chiffres qu'on avait fait sur Eldorado justement pour savoir calculer son taux de BSR. On a une question intéressante que j'ai jamais posée. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent maintenant depuis quasiment un mois sur des BP stressés, réduits, etc., avec un certain nombre de choses qui sont déjà dites et redites. En revanche, toi, tu reçois un nouveau deck là aujourd'hui. Est-ce que tu attendrais que dans le deck, il y ait l'impact du Covid ou des assumptions sur le post-Covid dedans, que l'entrepreneur il intègre déjà dans ses hypothèses et dans sa présentation globale, l'impact de la crise? Absolument, absolument. Le monde est en train de changer là. On ne sait pas encore de quelle ampleur, on ne sait pas où on va atterrir, etc. Mais faire comme si ça n'existait pas, enfin, c'est pas possible. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez montrer qu'il n'y a peut-être pas d'impact sur votre business. Pas de problème avec ça. Mais je veux dire, on est en train de dire il y a une météorite qui va tuer la moitié de la Terre, bah, il faut en parler. Donc évidemment, c'est pas aussi grave, mais ça bouleverse quand même bah, en fait la manière dont on vit, la manière dont on travaille. Ça va être un gros choc économique et financier. Donc on peut pas ne pas en parler. Donc oui, je pense que c'est indispensable. Ce sera la question qui sera sur tes lèvres. Et donc avec, je pense qu'il faut avoir un certain nombre d'hypothèses, en fait, se dire finalement nous, comment on constate que ça les impacte aujourd'hui, comment on pense que ça va les impacter dans les prochains mois, 6, 12, 18 prochains mois. Et à terme, est-ce qu'on pense que ça, c'est quelque chose qui est de nature à faire évoluer notre business? Est-ce que c'est un ajustement court terme tactique ou est-ce que finalement, fondamentalement, notre vision, elle doit s'adapter au nouveau monde qui va résulter? Et donc là, ça ne peut être que des hypothèses. Mais oui, je pense qu'on attendra clairement de la vision et du drive là-dessus. C'est pas possible, en tout cas, d'ignorer cette question-là. Donc ouais. Et super. Donc ça, c'est intéressant. C'était une question qu'on n'avait pas trop posée jusque maintenant aux Je dirais très investisseurs. pragmatiquement, si je Est-ce devais que être très pragmatique, je dirais comme un plan qu'on vend à un investisseur en général, c'est sur 18 mois, 18 mois de runway. Moi, je diviserais en deux, c'est l'impact sur mon plan à 18 mois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais différemment? Qu'est-ce que j'ai changé par rapport? Moi, je viens de voir, on est un post-Covid, enfin post-Covid, genre post-début de Covid. Donc, du coup, moi, j'ai peut-être pas vu la version d'avant. Moi, je serais intéressé parce que l'entrepreneur me raconte, voilà ce qu'on a changé en prenant, voilà comment on a digéré les nouveaux éléments, voilà ce qu'on a changé dans le plan à 18 mois. Et ensuite, deuxièmement, voilà pourquoi on pense que, à l'horizon 18 mois, pour faire simple, notre plan, notre vision, notre positionnement, etc., sont les bonnes. Et ça, ce qu'on fait toujours sens et ne doit pas a été modifié. Enfin, en tout cas, c'est la bonne version de ce qu'on fait, que tu l'aies modifié ou pas. Moi, je séparais en deux. Le tactique et le vision stratégique. Ok, très intéressant. Bah, je pense que c'est intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui partiraient potentiellement en levée, même si, bon, comme on l'a dit, c'est pas le moment d'attendre que les investisseurs investissent. En revanche, nouer des contacts, c'est toujours intéressant. Le métier des investisseurs reste d'investir et ça repartira. Peut-être sur ton rôle, plus d'investisseur, mais casquette operating. Une période assez passionnante pour se mettre pleinement dans son rôle d'associé, quoi, opérationnel dans des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Est-ce que voilà, vous avez des business que vous devez repenser complètement ou est-ce que vous vous adaptez plutôt, vous prenez les mesures d'urgence, même sur l'aspect commercial? Comment voilà, tu as pris cette casquette d'operating et accompagné les entrepreneurs là, depuis un mois quasiment qui ont besoin de votre casquette d'associé? Alors, donc du coup, moi, d'avoir du vocabulaire, déjà, je voulais juste réagir. Moi, je suis très, très peu fan de cette notion d'operating et il même d'associé, etc. Ouais. Pourquoi encore une fois, on fait un aparté, mais moi, il y a deux choses que j'aime pas. C'est d'une part, en fait, le fait que l'operating est souvent un cache-misère d'équipes d'investissement qui sont quasi exclusivement financières. Donc, en fait, du coup, on en vient. Alors là, c'est par les casquettes, mais par contre, c'est par les rôles, on en vient. Et puis, il y a une team d'invest qui est financière et une team d'operating qui est finalement comprend le business, intervient dedans, etc. de façon positive. Hein. Moi, j'aime pas cette dichotomie-là. Et on arrive à des situations, moi je trouve parfois absurdes, dans lesquelles le board member est le mec de l'équipe investissement. Donc en fait, board member, c'est quand même, on suit la boîte, la stratégie, on prend des décisions structurantes pour le business. Et finalement, l'operating, avec une sorte de semi-mur de Chine, est celui qui va aller dans le business. Ça n'a aucun sens, quoi. À ce moment-là, enfin, je veux dire, le board member doit être celui qui comprend le business, qui est dedans. Donc moi, c'est le premier truc que j'aime pas. Et le mot operating, il y a opérateur dedans. Pour moi, un VC n'est pas opérateur. Moi, je suis un très grand défendeur du rôle du VC pour aider le business, mais mon sens, on n'est pas opérateur.
Donc, du coup, moi, je serais plus de se dire associé, c'est un terme un peu bizarre. Je dirais ce rôle qu'on a d'advisor, de coach, tu vois, de facilitateur de la démarche entrepreneuriale et de la construction et du scale d'une boîte. C'est plutôt ça. Tu vois, donc c'est à cette question que je réponds. Tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Encore une fois, ça a été mon drive pour rejoindre le VC. Paradoxalement, c'est pas la période la plus passionnante, moi je trouve. Pourquoi? Parce que le gros du focus, ça a été déjà le mode financier. Donc là, pour le coup, finalement, pour raconter ce qu'on veut, à un moment donné, chaque boîte, le but, c'est d'avoir un Excel en se disant bon, c'est quoi les nouvelles hypothèses de revenus, de dépenses, donc de cash burn, et on arrive où? Et si on est bien ou très bien, tant mieux. Si on n'est pas bien, où on va chercher les sous, ou alors qu'est-ce qu'on doit coter. Franchement, c'est hyper important, mais d'un point de vue création de valeur, on est dans la non-destruction de valeur pendant la création de valeur, et je veux dire, donc c'est hyper important. Là, c'est un rôle dans lequel on est pleinement engagé, mais je te dirais pas que j'ai trouvé cette phase, je veux dire, hyper enthousiasmante, hyper nécessaire, oui. Dans mon cas, je dois dire que la chance que j'ai, c'est que les boîtes où je suis un board member actif, donc les boîtes où je suis lead investor board member, donc il y en a en gros, il y en a 5 à peu près, elles viennent toutes de lever un tour de financement. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, attention, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, on est beaucoup plus détendu que sur des boîtes sur lesquelles j'en ai un certain nombre d'autres boîtes dans lesquelles je suis parfois aussi au board, sans être forcément le lead investor, qui ont ces problèmes-là. Donc tu vois déjà. Donc moi j'ai pas un énorme niveau de disruption sur la plupart des boîtes où je suis très impliqué. Or c'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui ont des énormes disruptions du business quand même si elles ont de l'argent. J'ai envie de te dire cette phase-là, c'est avant tout une phase financière. Ensuite la phase de mon business est en train de changer. Comment je dois y faire face, ça, c'est une progresse. Ça, dans tous les cas, encore une fois, le monde est en train d'évoluer. La finance, c'est l'impact direct. Tu peux faire tes projections, etc. Voir si on te dit, attends, là, ma levée en cours ou ma levée que je voulais faire, là, ça risque de pas le faire, il faut que je tienne jusqu'à décembre. T'as pas besoin d'attendre pour comprendre. J'ai plein de mécanismes dont je peux profiter, boum. Nous, Partech a été très actif, notamment via notre équipe finance, sur la question de comment bénéficier des différentes aides, c'est quoi les mécanismes, qu'est-ce qu'il y a, etc. Parce que comme on a un gros portefeuille, qu'on a une masse critique assez importante, on a quand même 150 boîtes au portefeuille, dont peut-être à peu près 60 en France, à peu près, je te dis ça de tête, on mutualise tout ça. Là. Ça a été hyper important et l'équipe Partech Finance le fait beaucoup mieux que moi je pourrais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense qu'il va y avoir une phase un peu plus lente là qui va venir petit à petit, qui va être de se dire ok, on a atterri, on a stabilisé la boîte, on parle de survie, pas de succès, on parle de survie. Donc là les boîtes on les stabilise, on va chercher l'argent là il faut les chercher, potentiellement on va cuter là où il faut cuter, ce qui veut dire dans un certain nombre de boîtes du portefeuille de Partech des licenciements. Je veux dire c'est dur, enfin je veux dire il y a des choses vraiment dures. Une fois qu'on avait ça, là on peut commencer à se poser des questions, se dire attends, comment ça évolue, comment on pense que ça va être dans 6 ou 12 mois, mais il y a 3 semaines, on ne savait même pas combien de temps durait le confinement. Bon, on ne sait toujours pas trop, mais on commence peut-être à voir un peu plus clair. Donc voilà. Donc je te dirais, ça a été assez hyper nécessaire, mais assez boring. Moi, j'aime bien cette métaphore souvent de l'oxygène en plongée. Tu vas faire de la plongée sous-marine. Ton but, c'est pas la bouteille. Sauf que si tu n'as plus d'oxygène dans ta bouteille, tu es un peu dans la mouise, quoi. Mais sauf que parler pendant des heures de ta bouteille, ton curseur, etc., tes mélanges, tu vas pas pour ça, tu vas pour le kiff d'être sous l'eau, d'aller voir les poissons. Je plonge pas, donc c'est purement spéculatif. Là, en fait, depuis plusieurs semaines, le focus principal, c'est la bouteille d'oxygène. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper nécessaire, c'est la survie qui en dépend. Est-ce que c'est le truc le plus intéressant? Non, mais par contre, c'est hyper important. Avec quand même, encore une fois, des side effects qui peuvent être très importants sur les employés. Donc voilà comment on a réagi. Et maintenant, on va venir un temps un peu plus long de repenser business. Moi, j'ai des business dont on pense qu'ils vont être profondément transformés par ce qui se passe. Donc là, il y a eu en urgence des petits tweaks produits, etc. Maintenant, c'est bien de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? Là, on a paré au feu. C'est vraiment le feu, ça. En fait, on a paré au feu. Si tu veux, à la limite, on a éteint l'incendie, c'est bon, ou circonscrit. Et maintenant, tu te dis merde, il y a des business sur lesquels la charpente était en métal hyper solide, ça n'a rien changé en termes de feu. Il y en a d'autres sur lesquels c'était du bois, du très joli bois. Et là, tu sens que là, ça c'est branlant. Donc tu dis, on a le temps. C'est pas une question d'heures, de jours, de semaines, mais il qu'on se pose la question de comment on reconstitue une charpente plus solide. Donc je pense que les moments les plus importants et les plus passionnants vont être
dans les prochains mois avec les boîtes où il y a un vrai sujet. Ouais, ok. Et ça, du coup, vous donnez un peu, comme tu disais, le rôle d'operating associé, etc. Les termes sont différents, mais vous donnez un temps de travail avec les entrepreneurs où vous essayez de les voir plus régulièrement. C'est le moment de repenser leur business model, mais c'est le moment aussi de prendre de la hauteur sur les fondamentaux, etc. Vous vous donnez un temps, c'est quoi les hypothèses de travail que vous vous donnez pour préparer, pas une reprise, mais et ton sentiment là-dessus, c'est Alors, quoi? personne n'est d'accord là-dessus, hein, personne ne sait. Moi, j'ai plus des hypothèses. Enfin, moi, j'arrive plus à avoir une opinion très, très, très subjective et très light sur la reprise de la vie civile plus que la reprise du business. Franchement, moi, j'ai jamais vécu de crise économique ou financière Ouais. vraiment de l'intérieur. J'ai pas de point de comparaison. Ce que je vois plus, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient très optimistes sur la durée, tout ça, etc. Moi, j'ai l'impression quand même que le confinement, si début juin on n'est plus confiné, on a de la chance, quoi. Et que dans tous les cas, ça va continuer, le télétravail va continuer à être forcément incentivé. Donc, je pense qu'en juin, juillet, je pense qu'on sera toujours majoritairement en télétravail dans les métiers qui le peuvent. Hein. J'imagine que les écoles, universités, etc., ça m'étonnerait que ça rouvre avant septembre. Donc, je pense que le pays va tourner vachement au ralenti jusqu'à septembre. Et que même en septembre, la vie qu'on va reprendre sera une vie quand même encore assez fortement impactée. Hein. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les vidéos en Chine, etc. Donc, moi, j'ai quand même mon hypothèse de vie personnelle, c'est plutôt de me dire, en juin, ça va se relaxer un peu, mais en gros, je reprendrai pas une vie professionnelle relativement plus normale avant septembre, je pense, avec où je vais au bureau tous les jours, etc. C'est ce que j'en sais rien encore une fois. Hein. Et je pense que avant début d'année prochaine, ça m'étonnerait qu'on ça se renormalise un peu côté business, quoi. Donc ça, je dirais même pas que c'est une hypothèse de travail, c'est plus un sentiment personnel de comment moi j'imagine un peu ma vie évoluer. Et après, savoir combien de temps ça va mettre pour les boîtes à s'en remettre, l'impact économique, etc. Enfin, sincèrement, je pense que c'est hyper tôt, ce serait hyper présomptueux d'avoir une vraie opinion là-dessus. Hein. Donc, il faut être agile et il faut voir au jour le jour, s'adapter. Enfin, c'est aussi une des qualités des Et, entrepreneurs. En plus d'être résilient, il faut être ouais, agile se et projeter. En surtout fait, je pense rapide. qu'en gros, il faut avoir en permanence un plan mouvant pour les 18 prochains mois. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'aime pas vivre au jour. Tu vis pas au jour le Ouais, jour, mais faut avoir un plan et rechanger ce plan hyper souvent en fonction des nouveaux inputs que tu as et toujours savoir où tu vas. Moi, de toute façon, mais ça, c'est vrai d'ailleurs. Alors, c'est encore plus vrai quand tu as ce qui se passe là, mais c'est toujours vrai. Ça veut dire que un plan, donc, tu sais, quand on est en seed, que la boîte elle nous a fait un business plan avant qu'on investisse en seed, on n'est pas en train de lui dire 6 mois plus tard, tu devais faire tant d'usage, tant de chiffre d'affaires, tant de machin, tu le fais pas. Le plan, c'est juste une intention à l'instant T qui bouge. Plus la boîte est mature, plus le plan, c'est un commitment et tu dois faire le maximum pour le respecter. Et c'est sain pour la boîte. Très tôt, là, j'ai envie de te dire, ça remet un peu dans un mode plus très early stage. Beaucoup de boîtes dans lesquelles tu te dis, j'ai un plan, mais il va falloir accepter que ce plan est mouvant. Et ça veut aussi dire qu'en tant que board member, tu vas pas l'engueuler une boîte parce que ce qu'elle avait dit qu'elle ferait aujourd'hui, dans 6 mois, elle l'a pas fait. Comment tu veux que, enfin, je veux dire, comment tu veux qu'elle sache? Donc ensuite, ça ne va pas nous changer beaucoup parce qu'on opère ouais. déjà comme ça par définition. Mais c'est super important. Ouais. Mais tu dirais quand même d'être pragmatique et pessimiste plutôt. C'est la maxime prepare for the Ouais. worst and hope for the best. Mais mieux vaut quand même être plus pessimiste qu'autre chose, quoi, pour avoir des Ah bonnes bah, surprises. moi, la maxime que tu viens de citer, hein, je pense que c'est la plus importante. C'est-à-dire être béatement optimiste quand on est entrepreneur, c'est une faute professionnelle. Faut y croire, faut y croire à fond. Mais croire ne veut pas dire penser que tout va se passer. Faut pas être bisounours d'optimisme. Quoi. Donc oui, absolument. Je pense que c'est très très important. Et là, le prepare for the worst, il a encore plus de sens qu'avant. Je veux dire, moi, si tu veux, pour faire simple, moi j'ai un certain nombre de boîtes qui prévoient, enfin qui prévoient, non pas qui prévoient, qui font un plan de cash. Justement, là, c'est la différence. C'est pas leur BP, c'est leur plan de cash qui vont se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si je rentre aucun nouveau client et j'en perds un peu là sur tout 2020-2021. Ouais, Voilà. Et qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Est-ce que je peux me permettre de maintenir mon rythme d'embauche, etc. ouais, Et d'avoir ensuite des triggers, de dire à quel moment je sais que je peux me permettre de. Il faut être très pragmatique. Tu as un plan d'embauche. À quel moment je sais que je peux me permettre de lancer cette embauche ou pas? Voilà. Donc, ouais. ouais. Et moi, ce hope for the best, prepare for the worst, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la maxime la plus importante parce que prepare for the worst, bah, si tu fais que ça, bah, en tant qu'entrepreneur, c'est pas possible. T'as pas de belief, t'as pas cette aspiration, t'as pas cette folie un peu. Mais si tu fais que hope for the best, bah, en fait, c'est-à-dire que tu te baques sur aucun des trucs pas cool qui vont arriver. Et dans la vie de toute startup, il y a des trucs pas cool qui arrivent. Et bah, t'es plus fort si tu as pensé et si tu as essayé d'anticiper le truc. Quoi. Ouais, clairement.
Pour terminer, on a des petites questions sur le monde des VC. Déjà, est-ce que tu vois une comparaison des effets ou des pratiques comparables ou différentes entre les VC US ou anglo-saxons et français dans cette période? Je sais pas répondre à la question. J'ai pas encore assez de data points. Je sais pas répondre. Non, très, très, très dur. Et très dur, c'est encore trop tôt, C'est comme encore tu trop disais. tôt. Ouais. Et pareil, il y a une question qui est un peu dure, mais il y aura forcément un impact sur le business model aussi des fonds, tout simplement, sur les taux de rendement attendus, sur le M&A. C'est quoi ton avis là-dessus? Comme bon, tu l'as dit, hein, tu n'as pas vécu de crise, moi non plus, mais tu es quand même bien documenté sur le sujet. Est-ce que tu as, un avis ou un sentiment sur le fait que ça ne va pas être pendant des reventes de startups, on ne va pas en avoir pendant un certain temps? C'est quoi ton Alors, gut feeling là-dessus? alors, pour réagir déjà sur le business model des fonds, et là, c'est là où on a un business model en termes de revenus, une stabilité incroyable en tant que fonds. Nous, on vit au quotidien des management fees. Management fees, c'est une stabilité pendant la crise très très forte. Donc nous, on a une chance de pas du tout être impacté, sauf s'il y a des défauts de LP, etc. Mais bon, grosso modo, pour faire simple, notre revenu, on sait le prévoir de façon extrêmement précise pour les prochaines années. Donc ça, c'est une chance. Par contre, de stabilité du revenu et prédictabilité, les deux sont importants. On est très privilégié dans le monde actuel. À la question des rendements, c'est extrêmement difficile à dire puisque si tu es un fonds assez jeune, pas la firme d'ici, mais pour des fonds assez jeunes, les rendements seront sur des exits dans 6, 7, 8, 9 ans. Donc d'ici là, l'impact du Covid sera très probablement passé. On espère. Si l'un de tes fonds et enfin, ça veut dire que c'est des fonds en durée de vie de 10 ans. Donc, si l'un de tes fonds, en fait, tu es en train de liquider, tu voulais revendre la plupart des boîtes dans les 18 prochains mois, là, tu vas être impacté directement par l'environnement M&A relativement court terme. Donc, tu vois, donc c'est déjà deux cas très différents. Donc, l'environnement M&A, moi, je suis loin d'être un spécialiste de la question. Côté corporate, c'était déjà pas brillant en Europe. Je pense que ça va l'être encore moins. Hein. Je veux dire, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont moins d'argent, moins de moyens, ils sont en crise, quoi. Donc, quand tu es en crise, sauf s'il y a vraiment une acquisition cœur business qui peut t'aider à fond, en général, tu penses plutôt, tu te replies sur toi-même. Tu te replies sur toi-même, c'est le réflexe de survie, et donc tout ce qui va être un peu plus périphérique, et souvent les acquisitions, même les belles acquisitions, sont plus périphériques par rapport au core business d'un corporate, tu vas pas le faire. Donc, je pense sans être grand clair que ça va être difficile les acquisitions en 2020. Je pense pas qu'on en verra beaucoup. Il y a celles qui sont annoncées là parce qu'elles étaient en train de se clore ou déjà faites, mais je pense qu'il va y avoir un beau ralentissement. Donc ça va faire mal effectivement. Et donc avec potentiellement, tu pourrais imaginer effectivement qu'un fonds là, tu vois, qui devait se liquider bientôt, peut être en difficulté par rapport à ça. Après, sur la performance des VC, il y a aussi autre chose, de l'investissement VC en général, c'est que là, ça fait quand même quelques mois, pour pas dire années, qu'on parlait d'une sorte de pseudo bulle spéculative, en disant en tout cas que ce soit les valos payés par les VC, les introductions en bourse des WeWork & Co. Donc on se disait quand même, il y a des fondamentaux économiques, enfin, qui sont questionnables. Quand on voit dans la vraie vie les acteurs très financiers payent des multiples d'EBITDA, peut-être, je pense, de 10-15 fois, et qu'il y a des boîtes qui sont valorisées 10-15 fois leur revenu récurrent annuel, sur lesquels l'EBITDA qu'elles font n'est pas de 50%, même s'il y a des plus fortes croissances de ces boîtes, etc., on peut se dire que il y a peut-être il y a peut-être un gap qui s'expliquait qu'en partie par une analyse de la croissance, etc. Donc il va y avoir quand même relativement, je pense, une correction des marchés au sens pas le marché financier, mais même du marché du VC, même du VC early stage. Donc ça veut dire qu'on va peut-être retrouver des valorisations plus raisonnables, des tours plus raisonnables. Alors je dis ça, je suis en train de closer un tour de site qui est le plus cher que j'ai jamais fait, donc donc voilà, donc c'est pas la crise pour tout le monde, mais donc comme le rendement d'un VC, c'est le prix que tu as payé en moyenne ta part et tu vois, enfin l'exit en exit, le prix qu'elle t'est payé divisé par le prix que tu as payé en moyenne. C'est dur à dire. Franchement, je pense que c'est dur à dire. Là où peut-être le VC sera le plus impacté, c'est peut-être pas sur l'invest et la performance, c'est peut-être sur le lever des fonds.
Je pense que c'est là que ça va faire le plus de différence. Ça veut dire que on risque encore une fois, je suis très très loin d'être un spécialiste de cette question, mais de ce que j'entends et d'un peu de bon sens, on risque d'avoir les LP. Donc les LP, ce sont ceux qui investissent de l'argent dans les fonds de VC. Quand on a un fonds qu'on partait, qu'on dit on a un fonds de 100 millions de dollars de seed, 100 millions de dollars, ils viennent très majoritairement d'acteurs extérieurs. Il y a un 1,5% en gros qui vient d'argent des gens de Partech, mais le gros vient de nos limited partners. Donc c'est des gens qui investissent dans les fonds de VC. Et donc ces gens-là, ils risquent de vouloir concentrer leurs billes sur un petit nombre de fonds déjà bien établis, relativement prouvés, etc. Donc, ce qui peut être dur, là, c'est d'être un fonds relativement nouveau qui n'a pas encore fait ses preuves. Là, moi, je pense que le plus gros risque que je vois aujourd'hui, c'est plutôt celui-ci. On verra. Hein. J'ai pas. On est en train de dépasser le temps. Juste, est-ce que tu peux donner un dernier conseil parce que ce que ferait un bon CEO pendant la tempête, selon toi, c'est quoi les bons comportements, les bons… Alors, c'est difficile. Ça va être, enfin, c'est parce que chaque situation est unique, mais en collection de bonnes pratiques, je pense que le premier truc qu'on fait, c'est un plan de cash. Comprendre vraiment, selon potentiellement différents scénarios, les impacts sur son business. Très, très, très vite, comprendre les impacts sur ses employés et communiquer de façon la plus claire possible là-dessus. Parce que en tant que chef d'entreprise, on a une responsabilité, on a des gens qu'on emploie et ces gens, on ne pourra peut-être pas les employer et c'est très anxiogène aussi pour un certain nombre de ces gens-là. Donc, d'avoir un plan très clair et je pense de faire preuve de transparence et de pédagogie là-dessus. S'il y a des donc voilà, contrôler ses coûts. Donc contrôler ses coûts, ça peut vouloir dire aussi essayer si possible de donner l'exemple hein, en tant que fondateur, CEO, etc. Potentiellement, si on avait un salaire un peu élevé dont on n'a pas 100% besoin, essayer de le diminuer dans la mesure du possible. Voir si il serait possible de trader, par exemple, avec un certain nombre d'employés, de l'equity de la boîte pour du salaire. Se dire finalement, si on a une passe difficile, est-ce que il y a des employés qui seraient peut-être prêts, par exemple, à réduire leur salaire en échange d'avoir un certain nombre de stock options s'ils croient à la boîte, voilà. Faire si on doit licencier des gens, le faire de façon extrêmement clean, si possible en une seule fois, et encore une fois en communiquant de façon limpide auprès des gens qui doivent partir, mais auprès de toute la boîte. Donc moi, je pense que cet aspect humain est super, super important. Donc je dirais financier en number one, ça détermine tout le reste, humain en number two, et ensuite… Donc là, j'ai parlé donc humain sur la partie notamment cost cutting, mais communication plus globalement. Une autre façon, c'est d'aller chercher de l'argent. Et donc là, j'aurais dû le mettre d'ailleurs avant celui-là. Ça veut dire avant le fait de potentiellement devoir se séparer de gens, c'est essayer d'utiliser au maximum tous les dispositifs incroyables que l'État français et la BPI mettent à disposition des boîtes. Franchement, c'est incroyable, quoi. Enfin, donc bien en tirer profit au maximum. Ouais. Et ensuite, en dernier point, donc je dirais se projeter sur des scénarios financiers. 2, tous les dispositifs d'aide, en tirer le maximum. 3, s'il y a besoin de cutter, cutter. Et s'il y a besoin de cutter les gens, le faire, mais le faire bien humainement avec beaucoup de pédagogie. Et enfin, penser son business dans la durée. Donc toi, mais je le mettrai que à ce stade-là, moi, dans l'échelle, c'est-à-dire, ok, on a stabilisé la situation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? What's next? Et puis effectivement, quand je dis bénéficier au maximum des dispositifs, j'aurais dû rajouter, ça c'est la phase 1, la phase 2, c'est aller chercher de l'argent à l'extérieur, potentiellement avec de nouveaux investisseurs, sachant que c'est plus difficile dans cette période, mais qu'il y aura un certain nombre de boîtes pour lesquelles ça va être paradoxalement peut-être plus facile, on en parlait tout à l'heure, des boîtes qui étaient déjà dans le radar des VC, qui vont y voir une opportunité. Ouais, et je vois une remarque. Boris. Écoute, merci. J'ai vu justement remarque de Philippe là. Ouais, désolé. Alors, trend, c'est les tendances. Travel, effectivement, hein, c'est le domaine du voyage. Offline events, c'est vrai. Bon, voilà, c'est tous les événements dans la vie réelle et pas en ligne, pas comme un webinar. Top of mind, c'est les trucs auxquels on pense d'abord, qui occupent le haut de notre esprit. Operating, alors ça, c'est difficile à traduire, c'est qui sont vraiment dans le quotidien et dans le métier de la boîte, etc. On va couper. Voilà. Bon, Philippe, je sais que vous comprenez, mais voilà, j'essaie de réparer mes anglicismes. Si finalement c'est pas du jargon, c'est plus des anglicismes au final. Voilà. Et écoute, on a en plus Karine qui nous demande une traduction. On a effectivement en plus un lexique des termes de la levée de fonds sur Eldorado qui est ouvert à toutes et à tous, qui est repris sur Madines aussi, je crois. Et justement, on traduit tous les termes un peu compliqués, BSAR, Bridge, etc., dont on a même discuté, donc n'hésitez pas. Et merci Boris, c'était super de t'avoir. Est-ce qu'on peut te contacter?
Absolument. viens de partager ton adresse super sympathiquement. C'est très précieux, je pense, pour les entrepreneurs Je qui vous en nous prie. écoutent. Merci beaucoup. Et puis Bon à très courage à vite. tous, c'est Bon le courage plus à toutes et à important. tous. Gardez le cap, mais faites des choix aussi. Allez, bon courage à tous. Merci encore pour l'invitation. Salut. Ça va. À bientôt, Je Adrien. À t'en bientôt prie, tout le salut monde. Boris. Bonne journée.